Bon, ben, je vous remercie tous et au nom du Grec Sud, je remercie tous les participants, tous les conférenciers, les panélistes et puis tous les auditeurs qui vont participer à cette journée qui, je suis sûr, sera un grand succès. Alors, on m'a demandé de tracer un petit peu le contexte du changement climatique en Méditerranée. Ça tombe bien parce que, comme Julie vient de le rappeler, le MEDEC, qui est un réseau d'experts du changement climatique au niveau de toute la Méditerranée, qui a été, on a parlé tout à l'heure de la MEDCOP à Marseille en 2015, eh bien, c'est à ce moment-là que le MEDEC a vu le jour. C'est lors de la MEDCOP qu'on a décidé de lancer cette initiative. Et 5 ans après, c'est-à-dire en novembre 2020, on a sorti le premier rapport sur l'état de l'environnement et du climat en Méditerranée. Je vais essayer, j'ai extrait ici quelques diapos sur les principaux messages qui concernent l'eau. Évidemment, c'est très succinct, mais ça vous donne un peu une idée et ça permet de replacer tout ça dans un contexte méditerranéen. Alors, rapidement, comment le MEDEC a fonctionné? Eh bien, c'est une adhésion personnelle des chercheurs. Donc, il n'y a aucune commande, que ce soit d'aucun gouvernement. C'est les chercheurs qui, librement, ont voulu coopérer et fournir un peu leurs compétences dans l'écriture de ce rapport. Et vous avez ici le camembert avec la répartition des auteurs. Il y a 85 auteurs de 20 pays qui ont participé. Les principaux sont l'Espagne, l'Italie, la France, et dans les pays du Sud, eh bien, il y a le Maroc, la Tunisie et bon, d'autres pays qui sont plus ou moins bien représentés. Et bon, il y a certains manques, par exemple l'Égypte, par rapport à la dimension de l'Égypte, il y a évidemment trop peu de chercheurs qui ont participé. En gros, ça fait 38% des auteurs qui viennent du Sud et de l'Est de la Méditerranée et 40% des auteurs sont des femmes. Donc, on fait mieux que la journée de l'eau. Alors, les messages principaux, eh bien, bon, là, de toute façon, complètement générique, pratiquement tout le bassin méditerranéen, sur terre et sur mer, est touché par les récentes modifications anthropiques de l'environnement. C'est ce qu'on appelle un hotspot. Alors, hotspot ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud en Méditerranée qu'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Par contre, ce qui se passe en région méditerranéenne, c'est une conjonction de plusieurs risques. Ce sont des risques multiples qui s'additionnent, qui sont liés à l'artificialisation des terres, à la population qui s'accroît tout particulièrement dans le sud, des problèmes de biodiversité, de pollution et de changement climatique. Tout ça, ça concourt à faire de la région méditerranéenne un hotspot. Et les facteurs de changement, c'est évidemment tous les paramètres climatiques que vous connaissez, l'élévation du niveau de la mer et l'acidification de la mer. Alors, l'élévation du niveau de la mer est particulièrement important en Méditerranée parce que du fait des faibles marées, eh bien, les gens ont construit très proche du littoral, si bien que ça a rendu les infrastructures en particulier très vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Alors, il y a la pollution qui est très importante, aussi bien de l'air que de la mer, les pratiques non durables d'utilisation des terres et de la mer, et aussi en mer, et aussi d'ailleurs sur terre, il y a les espèces exotiques envahissantes. Alors, en mer, ce sont essentiellement des espèces tropicales qui nous viennent de la mer Rouge via le canal de Suez. Dans la plupart des régions, tant les écosystèmes naturels que les moyens de subsistance des populations sont touchées. En raison des tendances mondiales et régionales, les impacts risquent fort d'être exacerbés dans les décennies à venir, surtout si le réchauffement climatique dépasse les 1,5 à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Ces chiffres-là, ces seuils-là, ce sont ceux qui sont préconisés par l'accord de Paris. Et vous avez vu dans la publication du site DRIAS de Météo France et de IPSL que ça va être de plus en plus difficile, si on n'accélère pas le mouvement, à s'y conformer. Pardon. Alors, des efforts considérablement accrus sont nécessaires pour l'atténuation et l'adaptation dans la région. Alors, c'est important de dire qu'il faut les deux, évidemment, mais si on n'atténue pas le changement climatique, il va être tel, hein, on parle de 4-5 degrés par rapport au niveau pré-industriel et même plus. Si on laisse filer les choses dans cette direction-là, eh bien, ça deviendra quasiment impossible de s'adapter.
Alors, je vais me focaliser sur l'eau, donc je vais plutôt vous montrer l'état des projections pour les précipitations. Donc pour toute la Méditerranée. En 2100, eh bien, on a une diminution des précipitations dans le scénario pessimiste, c'est-à-dire celui où on laisse filer les choses comme maintenant. Donc, hein, c'est ce qu'on appelle le RCP 8.5. Et c'est un peu moins clair pour le RCP 2.6 qui correspond à celui des accords de Paris. Le problème des précipitations, c'est c'est un paramètre qui est beaucoup plus local que les températures et il y a donc de grandes incertitudes. Alors, il y a une augmentation des précipitations en 2100 sur la partie nord en hiver pour tous les scénarios. Donc, la partie nord, pas vraiment la frange méditerranéenne, mais plutôt les Alpes en ce qui concerne la région PACA, eh bien, c'est plutôt une augmentation en hiver, mais par contre, c'est une diminution en été qui est assez générale. Et on considère que la diminution sera à peu près de 4 degrés, de 4% par degré de réchauffement climatique, ce qui fait entre 4 et 22% de diminution selon le scénario en 2100. Donc 4% pour le RCP 2.6, donc l'optimiste, et 22% pour le pessimiste. Alors, il y aura de plus fortes intensités de précipitations et des extrêmes plus importants en hiver, au printemps, alors que les précipitations seront moins fréquentes et des épisodes de sécheresse seront plus longs dans la partie sud de la région. Alors, la Méditerranée, en fait, c'est d'abord un très grand déséquilibre dans les ressources en eau. Vous avez ici les bassins qui jouxtent la mer et vous voyez en bleu foncé, ce sont les régions où les bassins sont assez pourvus, où il y a en bleu foncé, c'est une certaine abondance de la ressource en eau et on voit que la région sud, eh bien, elle est en zone de ce qu'on appelle de sécurité, c'est-à-dire entre 1700 et 5000 mètres cubes par habitant et par année d'eau disponible. Mais c'est surtout grâce aux Alpes. Par contre, dans le sud, là, on est dans une zone de rareté de la ressource. Et en gros, il y a à peu près 180 millions de personnes dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée qui sont confrontées à un manque d'eau, c'est-à-dire moins de 1000 mètres cubes par habitant et par an. Et 80 millions connaissent une pénurie d'eau extrême, c'est-à-dire moins de 500 mètres cubes par an et par habitant. Et on considère que ça, évidemment, ça va augmenter. Donc, surtout le sud, la diminution va être de plus en plus forte selon les projections. Alors, euh, ces projections, vous voyez ici en rouge, ce sont le ruissellement annuel avec le scénario qui est le plus fort, qui correspond à peu près à 4 degrés de réchauffement au-dessus du niveau pré-industriel. Et donc, vous voyez que c'est rouge un peu partout et c'est surtout rouge en région vraiment méditerranéenne. Et le message du MEDEC à ce sujet-là, c'est que le sud du bassin ne reçoit pas assez d'eau pour recharger les aquifères. Les projections montrent que leur recharge sera fortement impactée par le réchauffement et la baisse des précipitations. Mais la surexploitation des eaux souterraines continuera vraisemblablement à avoir un effet plus important que le changement climatique sur la baisse du niveau de ces eaux souterraines. Alors, en ce qui concerne l'utilisation de l'eau, en Méditerranée, il y a aussi un très fort déséquilibre. Si vous regardez ce diagramme à gauche, vous avez le nord en vert foncé, c'est l'agriculture. En bleu clair, c'est le domestique, si vous voulez. Et en vert clair et en rouge, c'est l'usage industriel et le refroidissement. Par exemple, le refroidissement des centrales électriques, par exemple, ça rentre là-dedans. Et donc, vous voyez que ce sont les 4 secteurs sont à peu près équilibrés dans le nord, mais que dans le sud et dans l'est, c'est le secteur agriculture qui domine fortement. Donc, ce problème de réchauffement climatique, avec son impact sur les ressources en eau, va impacter énormément l'agriculture en Méditerranée, avec une réduction en quantité et en qualité de l'eau, augmentant, on en a parlé tout à l'heure, les conflits entre utilisateurs et le risque de dégradation des écosystèmes.
La demande d'irrigation à cause du changement climatique devrait augmenter de 4 à 18% d'ici 2100. Donc ça, c'est une valeur moyenne sur la Méditerranée et c'est une fourchette selon le scénario. L'évolution démographique, surtout dans le sud et dans l'est, hein, puisque là, on projette une augmentation de la population, alors que dans le nord, c'est plutôt une diminution. Ça devrait accroître cette demande de 22 à 74%. Il existe un potentiel d'adaptation dans l'amélioration de l'efficacité et de l'utilisation et de la réutilisation des eaux usées. Justement, ce sont les deux dernières diapos, je vais focaliser un petit peu sur la réutilisation des eaux usées. C'est quelque chose qui est insuffisamment fait actuellement, en particulier dans le sud de la Méditerranée. Et c'est important de lancer ça pour les activités agricoles, pour les industriels et pour l'arrosage. C'est en gros 70% du potentiel de réutilisation de l'eau. Et on parle aussi de recharger les aquifères avec des eaux usées traitées. Mais là, il faut le faire de manière assez prudente parce qu'il y a encore certains risques qui risquent de survenir. Et donc, vous voyez ici, dans ce camembert, vous voyez l'utilisateur principal, c'est l'agriculture, ensuite l'industrie et puis l'arrosage. Alors, dernière diapo, c'est l'agroécologie. C'est quelque chose qui est assez important et qui est vraiment préconisé aussi bien par le GIEC que par MEDEC. C'est de mettre en place des solutions d'agroécologie qui sont vraiment des solutions d'adaptation et d'atténuation. D'abord, il faut partir du constat qu'en région méditerranéenne, c'est 60% de la superficie mondiale de la culture du blé dur, c'est-à-dire le blé qui est utilisé pour le pain et surtout les pâtes et le couscous. Donc, c'est vraiment une source importante de ce type de céréales. Et ce type de céréales, c'est la base de la pyramide alimentaire et ça fait partie des principaux repas quotidiens de ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Alors, c'est important d'agir au niveau de la culture, de l'agriculture, donc en mettant en place des pratiques d'agroécologie, parce que l'agriculture telle qu'elle se pratique maintenant, eh bien, on projette, et on le voit déjà, des réductions importantes des rendements agricoles. Et il faut de plus en plus d'irrigation, et cette irrigation, elle est souvent non efficiente. Il y a énormément de pertes et puis des irrigations qui se font de manière complètement peu optimisée. Et donc, ça s'améliore, mais en même temps, il y a un développement de cultures de plus en plus gourmandes en eau, comme par exemple la tomate. Et ce genre de culture a tendance à supplanter des cultures plus traditionnelles. Donc, une solution d'adaptation, c'est de promouvoir le régime alimentaire méditerranéen traditionnel avec production locale, réduction des déchets alimentaires. Le GIEC a souligné dans son rapport sur les terres émergées paru l'année dernière que 25% de la production agricole partait sous forme de déchets. Et il faut aussi, l'agroécologie permet de fortes économies en eau. Et le dernier point, qui n'est pas du tout le moins important, c'est une solution d'atténuation parce que ça permet, et c'est le programme 4 pour 1000 qui en a parlé au moment de la COP 21, de séquestrer du carbone dans les sols et donc de soustraire des gaz à effet de serre de l'atmosphère et donc de compenser, si vous voulez, les émissions dues aux énergies fossiles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.